suis Jean-Louis Jamet, je suis professeur à l'Université de Toulon et je suis directeur de l'équipe de biologie marine sur Toulon. Ce soir, je vais vous présenter une conférence sur l'expédition Tara, en particulier sur le programme Tara Océan, où j'ai été chef de mission sur un leg. Et je vais présenter ce soir le projet général et ensuite un diaporama concernant un petit peu la vie à bord. Je vais expliquer un petit peu le fonctionnement des océans et je vais focaliser ma conférence sur le plancton, étant donné que c'est le moteur du fonctionnement des écosystèmes océaniques. Je vais vous faire voir d'abord deux petits films. Un premier petit film qui va vous montrer l'ensemble de Tara Expédition en général. Ensuite, un deuxième petit film de 2 minutes, ça dure 2 ou 3 minutes, sur la mission de Tara Océan, c'est le nom du programme à lequel j'ai participé en tant que chef de mission. Un diaporama, et je termine avec 2 ou 3 petits films de quelques minutes qui expliquent un petit peu, qui montrent un petit peu la vie à bord. Voilà, ça c'était le premier petit film sur l'ensemble de Tara Expédition en général. Et cette fois-ci, un teaser, c'est-à-dire sur la mission que j'ai menée sur le bateau. Le navire d'exploration Tara poursuit sa mission au service de la planète. Un siècle après Cook, Darwin, Haeckel et une équipe de scientifiques est partie explorer à son bord la face cachée des océans. Un exceptionnel voyage de 3 ans sur toutes les mers du globe, pour comprendre le rôle que jouent les océans dans l'avenir de notre planète. Sous la surface des océans, il existe un monde fascinant, étrange, un monde vivant, microscopique, fait de millions d'espèces, pour la plupart inconnues, et dont le rôle pourtant serait capital. L'eau de mer est habitée par un peuple secret, que l'on appelle le plancton. C'est un monde extrêmement complexe, très dynamique, qu'on commence à décrire. Au cours du premier épisode, nous avons exploré les canopées sous-marines et leurs milliards d'algues microscopiques. Ce plancton végétal, le phytoplancton, produit la moitié de l'oxygène que nous respirons sur Terre. Son rôle est déterminant dans le climat de la planète. Notre exploration nous a alors ouvert les portes d'un monde animal invisible, celui du zooplancton et son infinie diversité. Je suis actuellement persuadé qu'il y a à peu près 98% des organismes qu'on connaît pas. Atlantique, Méditerranée, à chaque sondage, de précieux échantillons de vie marine sont venus remplir nos crêpes. Ce qu'on va laisser aux générations futures, c'est des échantillons d'excellente qualité. De Barcelone à Beyrouth, en passant par la Libye, ou encore le détroit de Corinthe, nous avons procédé à un sondage systématique de la mer d'Ulysse. Après une traque délicate, nous avons réussi à entrer dans un tourbillon foisonnant de vie, d'algues, de crustacés, de méduses, et plus étrange encore, un monde peuplé de bactéries et de virus. Comment ce peuple secret est-il organisé? Quels sont ses pouvoirs? Plus globalement, que peut-on apprendre des stratégies du vivant, à l'heure où la planète chauffe? Des stratégies qui seraient utiles à l'homme. C'est l'enjeu de notre nouveau voyage. Donc voilà, vous avez le décor. 98% des espèces qu'on ne connaît pas. Mon collègue s'est trompé, ce n'est pas 98, c'est 95. Alors, le projet, eh bien, il s'inscrit dans la lignée des grandes expéditions scientifiques du 19e siècle, comme a été le cas du Beagle avec Darwin,
et le Challenger de Murray. Et ces deux grosses expéditions, il y en a eu d'autres, elles ont ramené des quantités colossales d'échantillons qu'on a encore, qu'on conserve encore, que certains scientifiques continuent de regarder et font encore en termes de publication, de références scientifiques. Et Tara Océan, en tout cas c'est ce que nous espérons, c'est qu'avec les moyens modernes qu'on a actuellement et les moyens qui vont venir par la suite, on pourra marquer le XXIe siècle avec autant de force. Alors, juste deux mots sur Darwin, quelques explications. Tout simplement, l'expédition, c'était le bateau du Beagle, il a fait le tour du monde sur 5 ans, mais c'était une expédition plutôt terrestre. Et à la suite de ce périple, Darwin a écrit son fameux livre sur l'origine des espèces, montrant ainsi l'histoire de l'évolution, les théories de l'évolution, qui sont encore d'actualité et qui sont tout à fait d'actualité maintenant. L'objectif de Tara Océan, c'était complété par Tara Polar Cycle, je vous expliquerai après, c'est une mission qui est venue après, c'était de travailler sur le modèle du plancton. Et pourquoi le plancton? Parce que le plancton, en termes de biologie, c'est le moteur des océans. Et les océans tournent grâce, on va dire, au plancton. On avait 3 objectifs principaux, il y en avait plusieurs, mais 3 objectifs principaux. C'était d'étudier cette biodiversité de ce plancton sur l'ensemble de la planète. Ensuite, on a pour objectif de modéliser le fonctionnement de ce système plancton et le fonctionnement des océans. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet, on a de nombreux collègues qui sont des mathématiciens, des statisticiens, des biostatisticiens, et de créer surtout une banque de données mondiale qu'on va préserver, comme vous avez entendu par Gabi Gorski tout à l'heure, qui expliquait que tous les échantillons sont conservés de manière très précieuse et parfaite, j'oserais dire, pour que d'autres scientifiques, après nous, puissent encore les analyser. Et notre objectif, quelque part, c'est qu'un jour, il y a un Tara 2 qui reparte dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans. On verra ce qui se passe. Toutes les données qu'on obtient, elles sont directement mises à disposition des scientifiques. Et ça, c'est aussi une grande première dans le monde de la science. En général, on se tire la bourre entre collègues. Et bien là, on ne regarde pas. Si un scientifique a des compétences qui peut apporter quelque chose, on lui donne les échantillons, on lui donne les résultats et il publie, nous publions. Voilà, ça c'est quand même une démarche moderne et originale dans ce projet. Et aussi, et j'insiste là-dessus, c'est de travailler aussi pour les générations futures. Voilà. Quand on a commencé, quand on s'est lancé dans ce projet, on est tous partis, c'était en plus de notre travail de tous les jours. Donc on a pris ça en plus. Et on le fait donc, je vous ai dit, pour ces générations futures, pour avoir un point de repère et puis l'espoir que d'autres prendront le relais. Alors, pourquoi étudier le plancton? Il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est la base des réseaux trophiques océaniques. Alors, de manière un peu plus simpliste, on parle souvent de chaîne alimentaire. Alors, c'est un peu une image simpliste. Pour nous, il n'y a pas de chaîne alimentaire, c'est trop simple, c'est trop vertical. En fait, c'est des réseaux extrêmement complexes et on parle donc de réseaux trophiques. Et ça, c'est aussi la raison première pour laquelle on travaille sur ce plancton. Ensuite, c'est un piège de CO2 atmosphérique très important dans les océans, surtout à l'heure actuelle avec le problème de réchauffement climatique. Une autre raison, c'est que ça produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'il n'y avait que les forêts, en particulier les forêts tropicales, équatoriales, qui apportaient cet oxygène, ce qui est vrai, mais ce plancton marin apporte une grosse partie, donc 50% à peu près, de l'oxygène qu'on respire ici tous les jours. Il est largement sous-étudié, vous avez entendu mon collègue, 98%, c'est 95, peut-être 92, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne connaît pas grand-chose, voire beaucoup de choses qu'on ne sait même pas que ça existe. C'est la base de nouveaux produits. Alors là, ce n'est pas notre domaine, on n'est pas médecin, on ne travaille pas en pharmacopée, etc. Mais on a des espèces, on a des molécules qui peuvent être un jour intéressantes pour la santé. Et surtout, c'est un indicateur rapide de la santé des écosystèmes, étant donné que ce sont des organismes de petite taille qui vivent pas longtemps, ils se reproduisent très rapidement. Donc, en fait, ce sont des images très précises de la santé, de l'état à un instant T, de l'état de santé des écosystèmes océaniques. Qu'est-ce que c'est que le plancton? En restant simple,
on va dire qu'on a 4 grosses catégories. On a les plus petits, les virus. Les virus, on les connaît, on en connaît quelques-uns ici, qui nous touchent de temps en temps, la grippe, etc., etc. Et on s'est aperçu, c'est récent, que ces virus existent dans le monde marin. Ces virus, on ne connaît pas du tout leur rôle. Alors, bien sûr, ils s'inféodent dans des cellules hautes, comme chez nous, mais on s'aperçoit aussi que dans certains cas, ils sont même capables de vivre pas très longtemps de manière libre. Et on a pu constater que, certes, ils peuvent avoir un rôle de détruire des cellules, mais ils peuvent avoir un rôle, dans certains cas, de booster la croissance des cellules. Et donc, c'est surtout un collègue japonais qui travaille là-dessus, avec des collègues de Marseille, qui travaillent sur le rôle de ces virus, et c'est vraiment une découverte tout à fait récente. Alors, des virus, ils sont tout petits, vous voyez les tailles, 0,25 micromètres. 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Donc c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Mais on vient de découvrir des virus qui sont très gros. Alors, ça reste petit à notre échelle, hein, mais ça reste très gros. Ça, on ne connaissait pas qu'il y avait des virus qui pouvaient arriver à 2 microns, 2 micromètres, voire 4, voire 5, voire 7 micromètres. Et ça, c'est tout à fait récent. Et ces gros virus, on les appelle des gyrus. On a les bactéries. Là aussi, les bactéries qui nous entourent, on en a partout ici. Eh bien, dans le monde marin, ces bactéries existent et ont des rôles essentiels dans différents cycles biogéochimiques. Et donc, elles sont importantes à étudier. Ensuite, on a le phytoplancton, plancton végétal. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont le même rôle que nos forêts pour produire de l'oxygène dans l'écosystème. Ce phytoplancton, ce sont des organismes unicellulaires que vous voyez ici. On a des dinophycées, par exemple ici, des diatomées. Ce sont des organismes qui font une centaine de microns de taille à peu près, donc 1/10 de millimètre. Et ils sont unicellulaires. Et c'est surtout ce compartiment phytoplanctonique qui va produire l'oxygène qu'on respire. Et puis, on a le zooplancton, le plancton animal, ici. Donc, ce sont des organismes hétérotrophes. Et ils ont une taille à peu près 100 microns, 1/10 de millimètre, jusqu'à 10 millimètres, comme les méduses, ou les larves de méduses, ou les méduses. On a des organismes unicellulaires, ici. Je vous referai voir plus tard dans le diaporama un peu plus en détail, donc je passe un tout petit peu rapidement sur cette diapo. Et ces organismes qu'on appelle des copépodes, je m'y attarde 30 secondes, tout simplement parce que ces copépodes, ce sont des crustacés, des crevettes. C'est les mêmes crevettes que vous mangez à Noël avec la mayonnaise, sauf qu'au lieu de faire 5 ou 10 cm de long, ils font 1 mm, 1 mm et demi. Et ils représentent 80% du plancton dans les océans. Donc ce terme de copépode, excusez-moi de rentrer un petit peu dans les termes techniques, j'aurai l'occasion de le prononcer plusieurs fois. Et puis on arrive jusqu'aux kétognates ou disons aux cordés, procordés, ici, que vous voyez ici, des organismes qui s'apparentent, qui sont un peu nos ancêtres. Ce sont les organismes invertébrés les plus évolués qui vont avoir une corde ici qui va servir pour les vertébrés, pour faire la colonne vertébrale, etc., etc. Quel est le rôle de ce plancton? Eh bien, sans trop rentrer dans les détails, je vais garder 4 rôles principaux. Le premier, c'est la photosynthèse, comme je vous disais. Le phytoplancton va faire de la photosynthèse, il absorbe du gaz carbonique, il libère de l'oxygène, et entre-temps, avec de l'énergie lumineuse, il va former de la matière organique, des sucres en particulier. C'est la base de la vie. C'est la même chose que nos forêts, nos salades qu'on a autour de nous. Deuxième rôle, ça c'est un rôle beaucoup plus complexe, je passe rapidement. Ce plancton intervient dans les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire que dans le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre, etc., etc., ces organismes, pour se développer comme nous, ils ont besoin d'accumuler, de se construire avec du carbone, de l'azote, etc. Donc ils vont pomper ces éléments dans les océans, et quand ces organismes vont mourir, eh bien, ils vont se détruire et ils vont libérer ces molécules. Donc, ce sont des organismes qui ont un rôle important dans ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Ensuite, dans ce plancton, eh bien, on a tous les transferts d'énergie. Comme je disais tout à l'heure,
de manière simpliste, on parle de chaîne alimentaire. Ce n'est pas une chaîne alimentaire, c'est un réseau trophique que j'ai essayé de schématiser ici. Il est faux, parce qu'en réalité, il y a d'autres compartiments que je n'ai pas mis, il y a d'autres flèches dans tous les sens, c'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, en bref, vous avez le phytoplancton qui est mangé par le zooplancton, ce zooplancton est mangé par les poissons, et les poissons sont mangés par nous, etc. C'est un petit peu la carotte, le lapin et l'homme qui mange le lapin. C'est la même chose. Donc, on transfère tout ça dans des systèmes extrêmement complexes. Autre chose, surtout, depuis les effets des pressions anthropiques, on a aussi les polluants qui s'accumulent. Donc, quand on a des polluants dans l'eau, ils vont s'accumuler dans les différents compartiments et ils vont se concentrer dans les organismes supérieurs et l'homme va pouvoir, quand il se nourrit, il absorbe ces polluants. Vous connaissez tous le problème du thon, le thon rouge, etc., ou d'autres organismes dans lesquels on parle de bioaccumulation, bioamplification. Là aussi, je ne rentre pas trop dans les détails. En tout cas, ce plancton va avoir un rôle extrêmement important dans ces transferts d'énergie et le transfert des polluants. C'est pour ça qu'on a des écotoxicologues qui travaillent là-dessus et qui essayent de comprendre ces mécanismes. Et puis aussi, le changement climatique, étant donné qu'ils sont à l'origine de la formation de l'oxygène, et vous verrez plus tard une petite surprise à la fin de quelque chose que vous ne soupçonnez pas, eh bien, ils interviennent dans le changement climatique. Et étant donné qu'ils se reproduisent très rapidement, on a donc une image précise de l'état des systèmes. Alors, avec cette diapo, je voudrais juste illustrer la problématique qu'on a en tant que scientifique pour essayer de comprendre comment ça marche. En bref, quand vous regardez la diapo du dessus, la figure du dessus, on connaît relativement bien la circulation des grands courants qu'on a sur notre bonne vieille planète. En bref, ici vous avez l'équateur. Au nord de l'équateur, eh bien, la Terre, elle tourne, vous le savez. Ça produit ce qu'on appelle des forces de Coriolis. Et ces forces de Coriolis vont engendrer des courants qui, dans l'hémisphère nord, vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, ils tournent dans l'autre sens. Si vous videz votre baignoire dans l'hémisphère nord, vous allez voir que l'eau s'évacue en tournant dans ce sens-là, je vous le promets. Et si vous videz la même baignoire en hémisphère sud, l'eau va s'évacuer en tournant dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, c'est relativement bien connu, c'est ce qu'on appelle des gyres. Il y a 5 gros gyres sur la planète, peu importe. Ça, c'est bien connu. Mais quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne, ce n'est pas du tout suffisant, et ce n'est pas du tout une critique. Nos collègues océanographes, ok, ça va, mais ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Premièrement, ça c'est à grande échelle. Quand on commence à regarder à une échelle beaucoup plus petite, c'est-à-dire à mésoéchelle, entre 10 sur des rayons par exemple de 10 ou 100 km sur les océans, ou à submésoéchelle, 1 ou 10 km, et peut-être encore moins, eh bien on s'aperçoit que ça tourne globalement, comme on voit ici, dans un sens, mais localement, ça peut tourner dans l'autre sens. Et là, on est sur un plan en deux dimensions. Imaginez sur 3 dimensions. Ces anneaux-là, on appelle ça des anneaux, ils tournent peut-être pas dans le même sens que le courant général, mais en plus, ils sont formés à grande profondeur, 3000, 4000, 5000 mètres, et ils remontent en surface. Et ces coquins, ils remontent en tournant. Et puis ils ne remontent pas verticaux, de manière verticale, ils remontent en diagonale. Donc des anneaux qui commencent à se former ici vont faire surface 2 ou 3 000 km plus loin, dans un autre sens. Donc tout ça pour illustrer qu'on est face à des systèmes extrêmement complexes, et nos collègues physiciens se tapent la tête contre les murs, font appel à des mathématiciens qui ont là aussi des gros problèmes pour expliquer. Qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Eh bien, ça nous apporte que quand on a la prétention de savoir comment fonctionne notre plancton, quand il passe dans toutes ces machines à laver là, eh bien, on ne sait plus là aussi comment ça marche exactement. C'est la raison pour laquelle on connaît très mal le fonctionnement de tous ces organismes-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce projet de Tara Océan? Eh bien, c'est de comprendre la structure, donc fonctionnement du système plancton, c'est ce que je vous ai expliqué, mais aussi
pendant le projet, il y a eu le génoscope d'Evry, c'est le génoscope qui a séquencé il y a quelques années le génome humain, et qui s'est associé avec nous, et ils se sont dit, mais c'est extraordinaire, ce plancton, personne ne l'a jamais étudié, même au niveau de la génomique, de la génétique. Et donc, ils se sont lancés, et on travaille beaucoup avec eux. Donc, avec les objectifs dont je vous ai parlé sur les différents organismes que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est l'objectif de ça, de tout ça. Mais on a voulu aller encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement on veut comprendre la biologie de ces organismes-là, mais on veut aussi, ou on voudrait les relier à tous les facteurs, tous les paramètres physico-chimiques qui gèrent ce système plancton, les courants, le climat, etc. etc. Donc c'est extrêmement prétentieux, on met la barre très haut, on n'est pas arrivé en haut, bien sûr, mais c'est vers cette tendance qu'on essaye d'aller. Par exemple, au niveau du génoscope, le rêve de ces généticiens, moi je ne suis pas généticien, hein, mais le rêve de mes collègues, c'est que quand ils font une analyse du métagénome, c'est-à-dire du génome de tous les organismes planctoniques, ça c'est quelques exemples, hein, il y a plus que ça, eh bien ils sont capables, quand on a des espèces nouvelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, à travers l'étude du génome, on peut, à partir du séquençage, voir quelles sont les distances qui rapprochent ou qui séparent les différentes espèces. Donc là, on fait appel à des statisticiens qui vont calculer des distances, et plus la distance est longue, importante entre deux espèces, moins elles sont phylogénétiquement assemblées. Elles ne sont pas ni frères ni sœurs, elles sont cousines, elles n'ont rien à voir. D'accord ? Et donc, on est capable, à travers cette étude de la génomique, de dire, quand on a deux espèces nouvelles, eh bien, ces deux organismes appartiennent à la même espèce, ou appartiennent un petit peu, ou n'appartiennent pas du tout. Voilà. Et donc, c'est un pas très important pour comprendre un petit peu ces organismes-là. Et puis, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, il y a même parmi ces collègues du génoscope, l'origine de la vie serait une fameuse cellule ancestrale qui s'appelle le progénote, dans laquelle on est tous issus de la même cellule. Et le rêve de certains généticiens là, du génoscope, ça serait à travers toutes ces études du plancton, de retrouver la cellule ancestrale qui s'est créée il y a très 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 longtemps, etc. La mission que j'ai effectuée est la suivante. Tare Océan, 3 ans, départ ici en 2009 de l'Orient, première année Méditerranée, ensuite mer Rouge, océan Indien, et au bout d'1 an, il s'arrête à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est la première année, je ne sais pas si vous vous rappelez, la mission est passée sur Thalassa souvent, le vendredi soir, il y avait des journalistes à bord. Les legs, c'est-à-dire les étapes qu'on faisait, étaient relativement courtes, et c'était la première année, il y avait les journalistes, etc. Et tout le monde voulait partir, les scientifiques, tout le monde voulait partir sur cette mission-là. Deuxième année, il y a un petit peu moins de prétendants, entre guillemets, parce que les legs étaient beaucoup plus longs. L'équipe Thalassa avait débarqué, il ne restait plus qu'un seul journaliste, que je vous ferai voir en photo après, détaché de France 3, qui était resté à bord. Et les legs sont beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, avec à moitié scientifique et moitié marin à bord. Le leg auquel j'ai participé en tant que chef de mission, je suis parti de l'île de l'Ascension ici, arrivé à Rio de Janeiro. Ici, vous avez 900 000 en orthodromie en distance. Comme on n'a pas navigué tout droit, on a fait des tours et des tours et des tours. On a fait à peu près 2500, 2600 000 en 5 semaines. Voilà. Ça, c'était cette mission que j'ai faite sur Tare Océan. Ensuite, le bateau devait par la suite passer par le pôle Nord. Il y a eu Fukushima, il y a eu des problèmes donc au Japon. Étant donné que le bateau appartient, je vous expliquerai, au groupe Agnès B, ils avaient des filiales là-bas, ils ont eu des petits problèmes financiers, etc., etc. Donc, ça a été écourté et le bateau est rentré. Et c'est là que l'année d'après, le bateau est reparti pour faire l'Arctique qu'on n'avait pas fait, qui s'appelle Tara Polar Cycle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on a fait 3 ans le tour du monde avec tous les océans qu'on a pu faire pendant ce temps-là. On avait donc toutes ces données que vous voyez ici,
plus de 150 000 km autour du globe. En réalité, c'était beaucoup plus que ça, parce que ces données-là, je les ai eues quand on était à mi-parcours à peu près. Tout ce que vous voyez ici, on avait un treuil, on pouvait échantillonner jusqu'à 2500 mètres à peu près. On avait le groupe scientifique, il y avait une centaine de scientifiques dont je fais partie, avec un noyau dur de 21 coordinateurs. C'était les collègues qui ont initié le projet. 22 laboratoires, 15 pays, en réalité plus que ça, parce que de nouveaux pays, de nouveaux laboratoires se sont agrégés avec nous. Et on a fait énormément de mesures, des partenaires, etc. Je voulais juste insister sur deux choses. Des stations, on avait deux types de prélèvements de stations. On avait des stations courtes qui duraient 12 heures et des stations longues qui duraient 48 heures. Donc, 12 heures, on commence le matin vers 6-7 heures le matin jusqu'à 6-7 heures le soir. C'est une grosse journée. Une journée de préparation avant sur le bateau, une journée pour tout ranger le lendemain. Ça fait 3 jours à temps plein pratiquement. Et ça, c'était des stations courtes, c'était tout à fait gérable, c'était facile. Par contre, les stations longues, c'est 48 heures. C'est-à-dire qu'on commençait à travailler, donc le bateau en point fixe. On commençait à travailler juste après manger vers 2 heures de l'après-midi, toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit, toute la journée d'après, toute la nuit d'après et le troisième jour jusqu'à 2 heures à peu près. Ça faisait 48 heures, on dort à peu près 1 heure ou 2, même pas par nuit. Donc c'était des stations très longues et très fatigantes. En fait, Tara, c'est un bateau où on travaille beaucoup et c'est assez épuisant comme travail. Voilà quelques données que vous voyez ici. Le bateau, eh bien le bateau, le voilà, c'est une goélette. Il a été construit en 1989, donc il a 26 ans, 27 ans maintenant, 28 ans. Et c'est une goélette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une goélette? Eh bien c'est un voilier avec 2 mâts, 27 mètres, 2 mâts de même taille que vous voyez ici. Pour information, 36 mètres de long. Il est fait en aluminium. Pourquoi en aluminium? Eh bien parce que l'aluminium a la caractéristique de devenir de plus en plus dur, plus l'eau va être froide. Et comme l'objectif premier, et j'y arrive avec Jean-Louis Etienne, était de se faire prendre dans les glaces, il fallait un matériau qui puisse résister. 120 tonnes, quand il est chargé, il monte jusqu'à 144, 145, 146 tonnes. On l'appelle la baleine d'ailleurs, tellement il est lourd. 2 moteurs, une voilure 400 mètres carrés. Donc nous, on a beaucoup navigué, 85% de ma mission, c'était à la voile. Donc c'était extraordinaire. Moi, je suis passionné de voile, donc c'était vraiment superbe. 40 tonnes de gasoil. 40 tonnes de gasoil, à peu près, c'est fait pour que le bateau puisse naviguer 40 jours à fond avec les 2 moteurs, 24 heures sur 24. Donc on avait une autonomie de 40 jours. Comme je vous disais, on a navigué beaucoup à la voile, donc en fait on fait le plein une fois tous les 3, 4, 5 mois, 6 mois, ça dépend des manips. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas tant que ça. Pavillon français, donc ça je tiens à préciser, il est basé à Lorient, contrat bien clair, net, etc. etc. L'historique, eh bien, l'origine c'est Jean-Louis Etienne, le bateau s'appelait Antarctica à l'époque, il a fait des missions au pôle Nord, il a réussi à les faire toutes, pas tout à fait, etc. Toujours pareil, manque de budget, aussi Jean-Louis Etienne passait à autre chose. Bref, le bateau a été acheté par la fondation de Peter Blake. Alors je ne sais pas si vous connaissez, Peter Blake, grand navigateur de Nouvelle-Zélande, Coupe America, 2 fois le tour du monde dans la Whitebread, etc., etc. Et Peter Blake, après toutes ces régates, etc., prend possession du bateau, Antarctica, change de nom, Seamaster, et part faire une grosse mission en Antarctique et une deuxième mission en Amérique du Sud. Et dans cette dernière mission en Amérique du Sud, le dernier soir, quand la mission était terminée, au mouillage, un petit peu la fête, etc., etc., 3 petits bandits de bas chemin qui montent à bord, un coup de feu part. Bref, Peter Blake est tué sur le bateau, sur Seamaster, à l'arrière. Le bateau, il reste un petit peu en stand-by, plus personne ne voulait l'acheter, etc., etc. Je ne connais pas tous les détails. Et bref, il y a quelques années, le groupe Agnès B achète Seamaster et
l'appelle Tara 5. C'était le 5e bateau de M. Bourgois. Je ne sais pas si vous connaissez M. Bourgois, c'est celui qui avait fait les éditions Bourgois il y a très longtemps, le livre de poche. Et il avait acheté ce bateau, et comme il était passionné de voile, c'était son 5e bateau. C'est la raison pour laquelle il l'appelle Tara 5. Et actuellement, donc, le bateau appartient à Agnès B., Agnès Bourgois, et son fils Étienne, qui sont toujours présents aux escales, etc. etc. Voilà. Alors, organisation à bord, vous le voyez ici. Dérive mobile, pour pouvoir être pris dans les glaces et passer un petit peu plus possible. 2 safrans qui sont amovibles, une fois qu'ils sont pris dans les glaces, parce que les glaces peuvent tout écraser. Donc, on peut carrément les sortir assez facilement. Sur le pont, on avait un Algeco derrière, je vous ferai voir des photos pour faire des filtrations, des manips, etc. Et à l'intérieur, on avait une cabine qui avait été banalisée pour en faire un laboratoire pour pouvoir faire nos manips. Ça, c'est la première dérive arctique, donc je n'y ai pas participé, c'est juste pour vous montrer. C'était la première mission de Tara. Ça a duré 500 jours, donc 2 ans pratiquement, un peu plus de 2 ans, 8 personnes à bord, 2 chiens, c'était 2 huskies du capitaine, de Hervé. Et l'objectif, c'était de revoir la dérive de certains courants et la dérive de la calotte polaire avec le bateau Fram, qui avait été lui aussi à la fin du 19e siècle, pour voir comment ça marchait. Pour vous donner une idée, 130 ans, 140 ans après, Fram a été pris 11 mois sans interruption, Tara est resté bloqué que 3 mois maximum. Ce qui vous montre vraiment la fonte des glaces qui est extrêmement rapide et extrêmement importante. Alors, les instruments de prélèvement, on avait des pompes à bord, dans lesquelles on pouvait connecter des gros tuyaux, descendre à plus de 120 mètres pour aller pomper l'eau là où on voulait. On avait toute une batterie de filets, je ne rentrerai pas dans les détails, pour prendre les différents types de plancton dont je vous ai parlé tout à l'heure, et différents systèmes de bouteilles fermantes que vous voyez ici. Ce sont 10 bouteilles fermantes qui sont mises dans un espèce de panier à salade, ce qu'on appelle une rosette. Elles sont ouvertes ici, en haut et en bas. Elles sont préprogrammées par ordinateur et on descend ça à l'arrière du bateau avec un treuil. Et quand elles atteignent les profondeurs pour lesquelles on les a programmées, ces bouteilles se referment. Et donc ensuite on remonte le tout et donc on a de l'eau. Par exemple, on avait 10 bouteilles, si on descend à 1000 mètres, on fait une bouteille à 100 mètres, une bouteille à 200, 300, 400 mètres, etc. Et on a de l'eau directe qui est prise à la profondeur désirée, qu'on peut analyser directement. Et là, tous des systèmes de filtration que vous pouvez voir ici. Ça, c'est le petit Algeco de derrière. On y reviendra là aussi. Là aussi, toutes des pompes à filtration, tous des systèmes donc, pour filtrer et capter les virus, les bactéries. On stockait souvent ça dans de l'azote liquide selon les organismes. Et voilà, c'était très étroit. Voilà. Imaginez de travailler quand ça bouge dans tous les sens, c'était pas toujours évident. Voilà. Par contre, à l'intérieur, c'était la cabine qui a été banalisée. Ça, c'est la partie sèche, le laboratoire sec, dans lequel on a différents instruments de mesure, et en particulier 2 ordinateurs couplés, dans lesquels il y a un système d'eau qui passe en dessous, et on peut mesurer en temps réel et tout le temps tout ce qui est température, salinité, tous les paramètres liés à la qualité de l'eau. Donc en bref, en résumé, ce capteur dont je vous ai parlé, ici, donc, il est allumé 24 heures sur 24, à chaque fois que le bateau se déplace, et donc on a une mesure de 3 ans de toute la qualité d'eau sur les océans sur lesquels le bateau est passé. Là, c'est le tube dans lequel je vous parlais, différents filets à plancton, la rosette à l'arrière ici, avec un treuil. Et puis on a eu, les 2 premières années, avec Ifremer, on a eu des gliders, c'est-à-dire des petits missiles chargés, bardés de capteurs, qui pouvaient mesurer la qualité d'eau tout autour du bateau quand on faisait une station de prélèvement. Et tout ça était envoyé directement par satellite. Alors, une partie des échantillons étaient gardés sur le bateau, et toutes les données qu'on pouvait envoyer par satellite étaient envoyées donc, par Internet directement à 3 stations, donc Roscoff, Villefranche et la station de Eric Karzenti en Allemagne.
Alors, là aussi, je ne veux pas trop vous embêter avec des détails. Voilà un petit peu les organismes qu'on a échantillonnés. Rappelez-vous des virus, les méduses ici, et tout simplement, selon les organismes qu'on veut analyser, on a différents systèmes de prélèvement, des filets avec des grandes vides de mailles pour prendre des grands organismes, et des filets plus petits vides de mailles pour prendre des plus petits. Et les bouteilles fermantes, que je vous ai fait voir sur la rosette, qui sont ici pour prendre le plancton, le picoplancton, bactéries, etc., etc. Pour vous montrer ça, j'ai rajouté, ça je trouve c'est pédagogique, je le fais voir à mes étudiants, eh bien pour vous donner quand même une idée d'une relation des tailles, quand on a un virus, la taille d'un virus qu'on voit ici, globalement, et encore un virus ça peut être plus petit, mais si on l'assimile à un insecte, et si on prend la taille d'une méduse, eh bien, vous voyez la relation qu'il peut y avoir entre la taille d'un virus et d'une méduse, c'est la relation qu'il peut y avoir entre un insecte et l'Himalaya. Et ça, souvent, on oublie. Mais nous-mêmes, les premiers. Et quand on essaye de faire des corrélations, de comprendre des processus qui souvent on oublie ces relations de taille et de temps de renouvellement. Voilà, donc là aussi, c'est une complexité de plus pour analyser les données. On est 13 à bord. On nous voit ici. Mais 13, ça porte bonheur. C'était un voyage magnifique. Et ça, c'est l'île de l'Ascension. Alors, l'île de l'Ascension, c'est quelque chose, 8 degrés de latitude sud à peu près, tropique, etc., etc. En fait, c'est faux. L'île de l'Ascension, c'est que du caillou. Et puis un petit peu de sable ici. Juste au-dessus, là, 700 mètres d'altitude, les derniers 50 mètres, 100 mètres, allez, soyons tolérants, forêt équatoriale, c'est tout. Tout le reste, c'est du caillou. Cette île de l'Ascension, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, appartient à l'Angleterre avec 2 grosses bases américaines et anglaises. Et les personnes qui sont là-bas sont des personnes qui travaillent directement ou indirectement pour les armées. Alors, rien n'appartient à personne, tout appartient à l'Angleterre. Il y a quelques voitures, elle fait à peu près 15 km de long, 4-5 km de large. Et on la voit ici, donc quelques voitures, les clés sont sur le tableau de bord, là il n'y a aucun problème de toute façon. Là par contre les plages, ça c'est plages comme dans les photos cartes postales, un sable extraordinaire, ça c'était super. Voilà. Le bâtiment qui gère la population qui est sur place, il y a 6 personnes. Il y a le gouverneur, le sous-gouverneur, le chef, je ne sais pas quoi, et le sous-chef, ils sont 6. Voilà. Et ils gèrent l'île comme ça. Donc ça y est, on est parti, et on se dirige vers Rio. Ça, c'est un peu la vie à bord de tous les jours, des manips. Donc ça, c'est la plage arrière du bateau. Ça, c'est notre petite cellule algécose où il y a les filtrations, le laboratoire humide dont je vous ai parlé. Et quand il faisait beau, souvent le cas, de toute façon, beaucoup de manips qui se faisaient donc à l'arrière sur cette table avec différents instruments. Là, on revoit la rosette dont je vous ai parlé, ces bouteilles fermantes qui sont ouvertes. On est prêt à mettre la rosette par un câble ici, avec un treuil sous les pieds d'Olivier, et on descend les rosettes et les filets par ce système-là. Un collègue, François, un marin qui nous aidait à travailler donc, en mettant à l'eau les filets, j'y reviendrai, mais les marins nous aidaient et nous on participait aux corvées du bateau. Donc on était toujours ensemble et c'est des personnes qui ne comptent pas leur temps de travail, toujours disponibles, même quand on faisait des grosses stations de 48 heures, disponibles 24 heures sur 24 sans aucun problème et surtout avec une grosse qualité, avec le sourire. Et ça c'était super. Voilà, Sarah Searson de Nouvelle-Zélande, chef de pont à l'arrière, qui était chargé de mettre avec la sécurité donc, les instruments, différents instruments que vous voyez ici. Là, on avait aussi en charge par la NASA, il y a 2 appareils comme ça qui mesurent avec des capteurs ici et de l'autre côté. Imaginez cette bouée flottante qui capte la lumière du dessus, qui capte la lumière réfléchie par l'eau et qui, après moi j'y connais rien, c'est pas mon truc, ces données étaient envoyées directement à la NASA. Et c'est ce qui leur permet ensuite de calibrer et de positionner leurs satellites plus précisément. Donc on avait 2 séries par semaine à faire dans cette mission. On travaillait même de nuit, donc
le bateau est bien sûr éclairé, on voit tout ce système-ci, on a tous les systèmes satellites possibles et imaginables, les bateaux de survie derrière, les bips, ici, et on en a un à l'avant aussi. Le pont de Tara, alors le pont de Tara, il est solide, hein, je peux vous dire qu'il ne plie pas, comme on dit, en plus on ne glisse pas, donc pieds nus c'est impossible, on a 10 minutes d'autonomie, donc toujours avec des chaussures, et le pont très chargé, donc quand ça bouge, il fallait faire vraiment attention de ne pas se faire mal. Et surtout les manœuvres, c'est des manœuvres où je disais on naviguait beaucoup à la voile, des manœuvres où il y a des très fortes pressions, on avait des consignes extrêmement strictes au niveau de la sécurité, ne jamais être dans l'axe d'une poulie, ne jamais être dans certains endroits du bateau au cas où ça lâche, parce que là c'était vraiment l'accident grave. Voilà. Autre consigne, tous les gilets de sauvetage, c'est-à-dire dès qu'on sort du cockpit à l'arrière, obligation de mettre le gilet de sauvetage, ici. Et ça, cette photo est prise de nuit. Quand on faisait l'écart par deux. On ne pouvait pas sortir sans avertir le collègue, évidemment. Et on était obligé de rester dans le cockpit pour ne pas tomber à l'eau. Voilà. Donc la sécurité était un enjeu primordial pour le capitaine et quelque part pour moi-même et pour tout le monde en tant que chef de mission. Et donc on a même fait beaucoup de manœuvres de sécurité, d'évacuation du bateau, etc. etc. C'était vraiment important, d'autant plus qu'en 5 semaines, on n'a pas vu un avion voler. On n'a croisé que quelques bateaux. Les premiers bateaux, c'est 24 heures avant d'arriver sur Rio. Et donc, il n'y avait vraiment personne. Donc, il fallait faire vraiment attention. Ça, c'est la passerelle de Tara, avec différents instruments classiques. Hein, les personnes qui naviguent connaissent bien les GPS, les radars, etc. etc. Ça, c'est les moteurs. Alors, les moteurs, chez Tara, ils s'appellent Brigitte et Thérèse. Ces deux vieux moteurs, ils viennent d'être changés cette année. Ils avaient 26 ans. Et sur une autre mission que j'ai faite il y a 2 ans, pour vous dire, les mécaniciens sont capables, ils changent les culasses de ces moteurs, 60 degrés, ça pue le gasoil, pendant 12 heures, ils sont capables de rester, de changer les culasses des moteurs. C'est ce qui était le cas quand on a fait les manips en Méditerranée, c'est-à-dire des mécaniciens vraiment extraordinaires. Ils sont capables de tout réparer pratiquement. Voilà. Ça, c'est l'atelier à l'arrière. Là aussi, différents postes de soudure. Je ne connais pas, c'est pas mon truc, de différents types de métaux. Donc, et pouvant intervenir pour tout ce qui est ce dont on avait besoin sur le bateau. Voilà. Ça, c'est toujours quelques photos de passerelle à l'arrière, de nuit. Et aussi, voilà, je voulais dire, on était par binôme. Le carré. Alors le carré, donc on avait connexion Internet, le capitaine qui était Olivier derrière, connexion Internet. On n'avait pas le droit d'aller sur Internet parce que ça coûte très très cher quand on surfe sur Internet. Par contre, on avait l'accès aux mails, donc on pouvait communiquer avec la famille, les copains, etc. Le boulot à terre, sans problème. Une super bibliothèque, parce qu'il y a beaucoup de beaux livres sur ce bateau, c'est magnifique. Et ça c'est le carré, c'est-à-dire la pièce à vivre de tous les jours. Vincent, donc le journaliste de France 3, toujours le sourire, extraordinaire, et c'est lui qui a fait des reportages. Les films que je vous ai montrés et ceux que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est lui qui les a faits. Céline, elle avait un contrat à bord. C'était une fille qui avait fait un doctorat et elle gérait toute la partie logistique scientifique du bateau. Et Sarah, de Nouvelle-Zélande, Sarah Searson, qui gérait le pont arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le soir, on navigue, on mange dehors, il faisait beau, il n'y avait pas de problème. Marion, ah oui, Marion, la cuisinière, super. Elle nous faisait super bien à manger. La seule chose, c'est qu'elle faisait tellement bien à manger que les plats, après, il fallait les nettoyer. Vous savez, quand on fait pour 13 personnes un plat au four avec les patates, ça colle, hein. Eh bien, à 10 h du soir, à gratter les... Ouh là là. 1 ou 2 fois, je me suis quand même demandé ce que je faisais là-bas, mais enfin bref, c'était que dans ces cas-là. Et voilà, on est dans les Alizés Sud, navigation impeccable, superbe, etc. Quelques couchers de soleil. Alors comme je dis, je vais vous faire voir quelques couchers de soleil, ça ne donne pas grand-chose des fois en diapo, mais quand on y est sur place, c'est extraordinaire.
Voilà, quelques couchers de soleil ici, le rayon vert, etc., etc. Ça, c'est un lever de soleil, par contre. Voilà aussi, superbe. Et voilà les bébêtes qu'on a vues. Avant de partir, mes filles m'ont dit « Papa, tu vas avoir une chance extraordinaire, tu vas voir des dauphins, des baleines, des trucs, des machins, tu vas te gaver. » Même pas. En 5 semaines, on a vu une orque, sa copine, en même temps, hein. Elles sont restées 1 heure à jouer autour de nous, 1 heure. Et au moment où elles allaient partir, je ne sais pas par quelle opération, une baleine qui nous a fait un coucou. 1h30 ça dure en tout. Et plus rien. Je n'ai plus rien vu. On était dans l'endroit le plus désert au niveau scénographie de la planète, je pense. Quelques moments magnifiques. Baignade en plein milieu de l'Atlantique, 5000 mètres de fond, une sécurité avec tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, il y avait le courant du Bengale qui nous poussait à 4 ou 5 nœuds. Et au début, on rigolait, on s'est dit au capitaine, bon, attends, on sait nager, on va y arriver. Non, 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 parce qu'en fait, on faisait quelques brasses et on se retournait, et puis le bateau il était déjà parti. Voilà, donc, quand on a vu ça, ben, je peux vous dire, on était tous autour du bateau, on ne s'est pas éloigné. Voilà, quelques photos. Et finalement, on arrive au Brésil. Ça y est, ça se termine. Capo Frio, c'est la première terre qu'on voit ici. De l'autre côté, on passe de ce côté-là. Rio est de l'autre côté, à peu près à 70-80 000. Il manque, on avait subi une tempête, je vous ferai voir des images après, et 48 heures, 48 heures après, on avait terminé notre mission. On arrive à Rio, voilà. La fameuse plage, Copacabana, la première favela, le pain de sucre, le Christ Rédempteur, là. Ça y est. Donc j'y étais, hein, vous voyez, il n'y a pas de photomontage, c'est bon. Et le bateau est amarré à Marina de Gloria, à Rio, ici. Et là, on a passé, moi j'ai passé 4-5 jours avant de reprendre l'avion pour rentrer. Le port est complètement protégé parce que, bon, Rio, c'est pas c'est un peu difficile, il faut faire un petit peu attention. On avait une consigne, on pouvait sortir que avec un taxi, etc., etc. C'était donc à l'intérieur, il y a des gardiens, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'était il fallait faire attention. Et on se dit, ça y est, on va faire la fête, on va visiter tout ça, tout ça. Je n'ai rien visité de Rio, tout simplement parce que sont arrivés, juste après notre arrivée, Eric Karzenti, que vous voyez ici, qui est le directeur scientifique avec Gabi Gorski de Villefranche de l'expédition Tara, Étienne Bourgois, le fils d'Agnès B, ici, parce qu'il y avait une grosse conférence quelques jours la semaine suivante à Rio. Et différentes personnes qui nous ont, ici de France Liberté, ici André, qui nous a accueillis et qui nous promenait. Mais en fait, pendant la journée, on avait plein de choses, toujours des visites à bord. On a eu les joueurs de football, alors je ne les connais pas, mais paraît-il des bons. On a eu des hommes politiques, les ambassadeurs, etc. etc. On a eu les starlettes de cinéma, qui sont montées avec les talons aiguilles sur le bateau et tout ça, mais enfin bon, c'était assez rigolo. Et surtout, moi, ce qui m'a touché le plus, et qui nous a touché le plus, des gamins des favelas qui venaient et qui étaient vraiment extraordinaires. Il y avait une favela la plus éloignée, si j'ai bien compris, elle est à 14-15 km de Rio, et il y avait des gamins qui arrivaient de ces favelas qui n'avaient jamais vu la mer. Et c'est en venant sur Tara, qui était au port, qu'ils voyaient la mer la première fois. Et ça, c'était vraiment super, super. La seule chose qu'on faisait, c'est quand tout ce monde était parti, à 8-9 heures du soir, on pouvait aller dans la ville, en taxi, avec André, pour boire un peu de caipirinha quand même, et puis revenir. Alors, là aussi, il fallait faire attention. Daniel, de tout à l'heure, il avait bu un peu trop de caipirinha, et à 4-5 heures du matin, il a dit « Non, mais moi je rentre à pied, il était soi-disant pas loin, etc. etc. » Et bref, notre Daniel, à 8h, 9h le matin, il était toujours pas rentré. Et à certains moments, on l'a vu arriver à 9h30 en maillot de bain.
Et on l'avait un petit peu détroussé, quoi. On lui avait pris tout ce qu'il y avait. Mais ils avaient été sympas. Ils avaient pris des... Ah oui. Alors, j'accélère un petit peu. On me fait signe. Quelques planctons. J'en ai pour un quart d'heure. Ça vous va? Oh. Allez, les virus. Je passe rapidement. En moyenne, dans les océans, entre 1 et 10 milliards par litre. C'est-à-dire quand vous buvez la tasse, vous voyez ce que vous avalez. Les bactéries, il y en a un peu moins, mais ça fait toujours une bonne soupe. Et les protistes, bon, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus gros. Allez, juste une chose, ces bébêtes-là, eh bien, ces bébêtes, je vais vous apprendre quelque chose. À chaque fois que vous allez sortir d'ici, à chaque fois que vous allez voir des nuages, sachez que les nuages sont en grande partie produits par une molécule de soufre qui est à l'intérieur de cette bête, que quand ces bêtes se détruisent, elles se libèrent dans l'eau, passent dans l'atmosphère, forment des noyaux de condensation et forment les nuages. Une grosse partie, la majeure partie de la formation des nuages sont faits par le plancton. Voilà. Et maintenant, quand vous regarderez un nuage, vous penserez à ce que je vous ai dit, et c'est vrai. La théorie de Gaïa derrière, etc. Le zooplancton, les voilà. Quelques bêtes, je passe un peu rapidement parce que le temps presse, ici. Donc ça, c'est des diatomées, ça c'est tout des espèces qu'on connaît, mais vous allez voir, des diatomées en division. Voilà, des algues, des foraminifères. Des larves de méduses. Les méduses qui vous piquent, ben avant de vous piquer, elles sont toutes petites, c'est ça. Un dixième de... Voilà. Ah oui, celui-là, il faut que je vous raconte l'histoire. Petit calamar, 2,5 cm, on le prend, il est vivant, etc. Mathias le photographie, et en général, nos échantillons, ils sont formolés, etc. Voilà. Et on s'est dit, non, c'est pas possible. Un calamar vivant et tout, il était tellement beau, en plein milieu de l'océan, des clampins qui arrivent comme nous, qui le prennent, on ne va pas le tuer. On a fait toutes les photos, on a mis tout un système d'oxygénation, et on l'a remis à l'eau pour qu'il survive. Voilà. Ça, c'est les crevettes que vous mangez à Noël, mais plus petites. Hein. Et on a aussi des insectes dans les océans, des insectes en plein milieu de l'océan, toute leur vie, ils sont en plein océan. Et pour terminer, celle-ci, Mathias, un jour, donc le soir, on avait une grosse télé dans le carré, il nous fait voir des diapos et il nous dit qu'est-ce que c'est. Eh bien, on ne sait toujours pas. C'est-à-dire qu'on se partage. Est-ce que c'est un seul organisme? Est-ce que c'est un organisme ou plusieurs organismes? Est-ce qu'il y a une photosynthèse ou pas, etc. Bref, pour vous dire l'état des connaissances, on ne sait pas si c'est un éléphant ou un chêne. Voilà, on en est là. 2 petits films et j'ai terminé. Sur le pont de Tara, on se prépare à affaler les voiles. Dans quelques minutes, une fois orientée dos au vent, la goélette va redevenir le temps de plusieurs manipulations, un voilier à la dérive, comme en Arctique. Une dérive toujours au service de la science. Conditions un peu plus relevées, on a dû avancer la station de presque 48 heures parce que apparemment il y a un front qui arrive sur nous là, dans les prochains jours. Donc bon, on n'est pas exactement à la position qu'on souhaitait, mais il vaut mieux faire ça aujourd'hui, sinon on risque de ne pas pouvoir travailler. Vérifier une dernière fois la rosette, ses connecteurs et ses capteurs. Anticiper les prochaines mises à l'eau des filets à plancton qui, quelquefois, se passeront en même temps que le reste. Une bonne préparation est l'une des clés de la réussite d'une station longue. Et puis, il y a Céline, Pascal et leurs bidons. Beaucoup de bidons. Ici, Pascal, à l'échauffement. Les biologistes sont un peu obsédés par la contamination. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est qu'il reste des résidus d'eau de mer de la station précédente. Donc s'il reste, on va dire 100 ml d'eau de mer contaminante, si on rince 3 fois avec 10 litres,
Ça va permettre de s'assurer que la contamination sera complètement négligeable. Descendre. Monter. Filtrer. Rincer. Échantillonner. Remonter encore. Refiltrer. Pendant 2 heures, Tara devient une fourmilière et les fourmis dansent au rythme des mises à l'eau. Les seules pauses auront lieu au moment des déjeuners et pour une courte nuit. C'est pas vrai, Pascal? On est un peu fatigué, mais en même temps, on est assez excité que ce soit la dernière station. Et parce qu'on va bientôt débarquer. Voilà, donc c'est le dernier, c'est le rush avant le repos. Voilà. Rio, c'est prêt et c'est encore loin en même temps, car il y a tout ce travail à accomplir et une partie de la nuit à passer. Les marins sont là aux côtés des scientifiques pour traverser cette nouvelle épreuve, une épreuve faite aussi de petits moments magiques, comme l'observation de ce plancton phosphorescent. On a commencé à voir un petit peu des poissons, des plus petites anguilles. Quand on filtre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de phytoplancton, donc on peut imaginer ou penser que la production primaire est beaucoup plus importante. Il faut tout surveiller, il faut tout contrôler en fait, parce qu'eux ils n'ont pas les réflexes, et les réflexes de marins, donc nous on est là pour compléter leur boulot. Le jour s'est levé sur le courant du Brésil et l'océan Atlantique Sud. Et la mer, heureusement, n'y est pas trop formée finalement. Les attitudes sont plus nonchalantes et les visages marqués. Il reste encore 4 immersions de la Rosette ce matin. Et puis c'est la libération. Après 25 manipulations différentes, cette station longue est officiellement terminée. Bien sûr, je suis super contente, c'est un grand soulagement, tout s'est très bien passé. Nous avons fait beaucoup de stations. Personne n'est mort, rien n'a été cassé et nous avons des données. La Rosette est à bord, le programme réalisé. Pascal veut souffler un peu. De l'autre côté de l'horizon, Rio nous attend. Vous allez voir le capitaine, là, regardez. Ils adorent ça, ils sont pas comme nous. Chef.